Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Tu es assis à ton bureau, tu fixes ton écran depuis 1 heure, mais tu n'as rien accompli. Ton téléphone a vibré 6 fois, tu as vérifié tes mails 3 fois, et une partie de ton cerveau est encore en train de se demander ce que tu vas manger ce soir. Dans un monde où les notifications nous bombardent et où les distractions sont infinies, notre attention est devenue la ressource la plus rare et la plus précieuse. C'est exactement ce que Chris Bailey explore dans son livre Hyperfocus, un guide pratique pour reprendre le contrôle de ton attention et transformer ta productivité. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet de ce livre, chapitre par chapitre, en te partageant les concepts les plus importants pour maîtriser ton attention et accomplir davantage en moins de temps. Que tu sois constamment distrait ou que tu cherches simplement à optimiser ta concentration, ce résumé te donnera des outils concrets à appliquer dès aujourd'hui. Juste avant de commencer, tu peux télécharger mes notes de lecture sur ce livre avec les meilleures idées et les meilleurs concepts. Ça ne remplace bien évidemment pas la lecture du bouquin, mais ça te permettra de bien mémoriser tous les éléments importants. Pour télécharger ces notes, tu as le lien en description. L'objectif de ce livre est d'explorer comment nous pouvons réussir à reprendre le contrôle sur notre attention et aussi sur notre intention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'auteur nous donne même 7 tactiques pour pouvoir mieux se concentrer sur le livre. Évidemment, le but n'est pas de cocher les 7 tactiques, mais plutôt d'expérimenter et de voir lesquelles nous correspondent. Numéro 1, placer son téléphone hors de vue, pour éviter d'y penser et que ça devienne une distraction potentielle. Numéro 2, prendre le temps de choisir son environnement de lecture, pour t'installer dans celui qui est le plus propice à ta concentration, donc celui où tu es le moins interrompu ou distrait. 3. Dresser une liste de sources de distraction. Ça concerne les distractions internes comme penser à faire les courses ou à racheter du dentifrice. Donc tu les notes pour les sortir de ta tête. 4. Se demander si ce livre vaut la peine d'être acheté. Bien sûr, ça ne concerne pas uniquement le livre, mais en fait tous les contenus que tu consommes. Vidéos, émissions, podcasts, pour éviter de consommer des contenus qui ne t'intéressent pas. 5. Consommer de la caféine avant de lire. Pour regagner en concentration, mais bien sûr, attention à que ce soit pas trop tard pour ensuite éliminer cette caféine et que ça ne gêne pas ton sommeil. 6. Prendre un stylo ou un surligneur pour pouvoir annoter au fil des pages et mettre en avant les idées importantes, même si je sais que c'est un sacrilège pour certains. Et enfin 7. Prends une pause quand la concentration se disperse. La capacité de concentration elle est limitée. Il faut donc régénérer son attention en faisant des activités futiles comme faire la vaisselle, observer les gens autour de soi, ne rien faire. Et on commence avec la première partie du livre, l'hyperconcentration. Beaucoup des actions qu'on fait tous les jours se font un peu en mode autopilote. Sortir les poubelles, répondre à un mail simple, acheter un livre. Près de 40% de nos actions se font par habitude, simplement parce que ça nous facilite la vie. Mais certaines décisions méritent qu'on les prenne consciemment. Et la façon dont on va gérer notre attention dans la journée en est une. Pourquoi? Parce que notre attention est devenue une ressource très rare, convoitée par les grands géants de la tech, avec toutes les notifications, etc. C'est très difficile de garder son attention. Résultat, on a du mal à se concentrer et ça impacte notre vie quotidienne. Le soir, dans le lit, on continue de réfléchir et certaines idées tournent en boucle. Nos meilleures idées surgissent quand on ne les cherche pas, mais jamais quand on en a vraiment besoin. Ou encore, on reporte les choses importantes, même quand la date limite approche. C'est en apprenant à diriger notre attention de façon intentionnelle qu'on peut réussir à éviter ces pièges. Et pour y arriver, la première chose à faire est d'identifier les tâches, les actions qui méritent vraiment notre attention. L'auteur nous propose un découpage simple en 4 catégories basées sur 2 critères, l'attractivité et la productivité. Numéro 1, les tâches qui sont peu attirantes mais productives, donc le travail nécessaire, comme les réunions d'équipe ou les points budget mensuels. Numéro 2, les tâches ni attirantes ni productives. En gros, le travail superflu. Par exemple, réorganiser encore une fois ses dossiers ou trier des papiers. Numéro 3, les tâches attirantes mais peu productives. Ça, c'est les distractions. Les réseaux sociaux, les discussions à la machine à café, toutes les activités agréables, mais attention, il faut les doser. Et enfin 4, les tâches à la fois attirantes et productives. Ça, c'est le travail vraiment utile. Ce sont les tâches essentielles de ta journée, et il n'y en a souvent que quelques-unes par jour. Alors l'auteur le rappelle, aucune catégorie n'est à éliminer complètement. Mais il faut faire attention à ce que les distractions et le travail superflu ne prennent pas le dessus. Pour booster facilement notre productivité, l'auteur nous recommande de commencer par simplement catégoriser les tâches, selon les 4 catégories, pour savoir un peu plus comment elles se répartissent au sein de nos journées. Si malgré cette classification, tu as encore du mal à diriger ton attention, c'est tout à fait normal. En fait, notre cerveau, même s'il est extraordinaire, il a certaines limites. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Notre attention est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour mener une vie agréable et accomplir nos tâches. Toutefois, notre capacité à nous concentrer est limitée pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut se concentrer que sur un nombre limité de sujets à la fois. La seconde raison, c'est qu'après s'être concentré sur quelque chose, on ne garde qu'une petite quantité d'infos dans notre mémoire à court terme. Pour parvenir à améliorer notre concentration, il faut comprendre un concept que l'auteur appelle l'espace attentionnel. L'espace attentionnel, c'est tout ce dont on a conscience à un moment donné.
un peu comme un bloc-notes mental qu'on utiliserait pour stocker temporairement des informations. Cet espace est malheureusement limité, il n'est pas infini, c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à bien le gérer. Chaque activité prend un petit peu de place dans cet espace. Parler avec quelqu'un, se rappeler d'un anniversaire, écouter un podcast en cuisinant. Mais certaines activités prennent plus de place que d'autres. Une conversation va t'absorber complètement, contrairement à un simple rappel d'anniversaire. Alors tu te demandes peut-être qu'est-ce qui remplit mon espace attentionnel au quotidien. Pour le découvrir, l'auteur suggère un exercice simple de pleine conscience. Prends un moment pour noter sur un papier ce qui occupe ton esprit maintenant. Déjà, cet exercice améliore ta productivité car il te fait prendre conscience des éléments qui entrent et sortent de ton attention. Et avec un peu de pratique, tu remarqueras que ton espace attentionnel change constamment, influencé par ton humeur et tes tâches en cours. On peut d'ailleurs distinguer deux types de tâches. Les habitudes qu'on fait sans réfléchir et qui n'entrent pas vraiment dans notre espace attentionnel, et les tâches complexes qui demandent toute notre attention. Les habitudes peuvent coexister sans problème, comme marcher tout en écoutant un livre audio. Elles ne se font pas concurrence car différentes parties du cerveau s'en occupent. Par contre, impossible de faire deux tâches complexes simultanément avec une pleine concentration sur les deux. Ça ne rentre simplement pas dans notre espace attentionnel. Il existe quand même 3 combinaisons efficaces. Numéro 1, quelques tâches habituelles ensemble. Par exemple, marcher en écoutant un podcast. Numéro 2, une tâche qui requiert ton attention avec une tâche habituelle. Par exemple, s'arrêter brièvement de marcher pour retenir une idée importante du podcast. Numéro 3, une seule tâche complexe pour éviter le mode pilote automatique et la traiter du mieux possible. Même avec de bonnes intentions, on finit parfois par penser à trop de choses en même temps. C'est là qu'on tombe dans le piège de la surcharge attentionnelle. C'est ce qui se passe, quand tu vas dans ta cuisine, mais tu oublies ce que tu venais y chercher. C'est là que l'intention devient cruciale. Elle nous permet de choisir et surtout prioriser ce qui va occuper notre esprit. L'auteur termine ce chapitre par une observation intéressante sur le multitâche. Selon lui, le multitâche n'est pas mauvais en soi pour des tâches simples ou habituelles. Par contre, il devient problématique avec des tâches complexes. Notre mémoire en souffre et le temps passé sur chaque tâche augmente. Une étude a d'ailleurs montré que notre temps de travail augmente de près de 50% quand on fait que de passer d'une tâche à une autre. C'est la raison pour laquelle, pour les tâches complexes, il faut s'intéresser à l'hyperfocus ou en français, hyperconcentration. Pour que tu comprennes ce qu'est l'hyperconcentration, pense à la dernière fois où tu as été vraiment concentré et productif. Quand tu bossais et que ça avançait super vite. Tu étais probablement focalisé sur une seule chose. Tu avais probablement mis de côté toutes les distractions. Et tu n'avais d'ailleurs aucun mal à continuer et ta motivation, elle était au top. En fait, ton espace attentionnel, il était complètement rempli par la tâche. Ce mode de concentration, il n'est pas très utile pour les habitudes. Pourquoi ? Parce que l'hyperfocus demande de l'énergie mentale et de la volonté, alors que les habitudes, par définition, elles sont automatiques. Ensuite, parce que les habitudes fonctionnent mieux quand on n'y réfléchit pas trop. Selon l'auteur, l'hyperconcentration doit être réservée aux tâches complexes. Mais alors, la question qu'on peut se poser, comment entrer dans ce mode d'hyperconcentration et se mettre au travail ? Pour ça, il y a 4 grandes étapes. Numéro 1, choisir un objet d'attention, une tâche. Numéro 2, éliminer les distractions externes et internes. Numéro 3, se focaliser sur cet objet d'attention. Et enfin, numéro 4, constamment ramener son attention sur cet objet. Tout commence par l'objet d'attention que tu choisis. Il est crucial de bien le déterminer. Pour ça, commence par identifier à quelle partie du cadran productivité-attractivité il appartient. Est-ce que c'est du travail nécessaire, du travail superflu, une distraction ou du travail vraiment utile ? Ensuite, je t'invite à suivre ces techniques pour aligner ton intention avec ton attention. Technique numéro 1, la règle de 3. Voici ce qu'écrit Chris Bailey. Au début de chaque journée, déterminez les 3 choses que vous souhaitez accomplir au terme de celle-ci. En faisant ça, tu sélectionnes uniquement l'essentiel et tu peux y consacrer toute ton attention. Technique numéro 2, les tâches essentielles. Choisis les tâches qui auront le plus d'impact sur ta vie à long terme et pas juste sur ta journée. Dans la plupart des cas, les tâches qui sont vraiment importantes, c'est pas celles qui semblent les plus urgentes dans l'immédiat. Et enfin, technique numéro 3, l'alarme prise de conscience. Tu peux programmer sur ton téléphone une alarme qui sonne régulièrement pour vérifier que tu restes sur la bonne voie. Quand elle sonne, pose-toi quelques questions. Est-ce que ton esprit est en train de vagabonder ? Est-ce que tu es absorbé par une tâche productive ? Y a-t-il des distractions qui t'empêchent de te concentrer ? Bien entendu, il ne faut pas que ça sonne toutes les 10 minutes, sinon la sonnerie devient simplement une distraction qui va t'empêcher de rester concentré. Pour que tout ça fonctionne, il te faut des intentions fortes qui te tirent vers l'avant. Définis des objectifs concrets, qui te parlent vraiment, et surtout que tu as naturellement envie d'accomplir. Tes objectifs doivent préciser le moment, le lieu et l'action exacte à mettre en œuvre. Par exemple, trouver un appartement pendant les vacances de Noël devient « Je chercherai des appartements sur Le Bon Coin et j'enverrai des mails à 3 propriétaires dans les semaines avant Noël. » Ou encore, aller à la salle de sport devient « Je vais à la salle pendant ma pause déjeuner. » Tu as maintenant toutes les clés en main pour passer en mode hyper-concentration. Mais il y a encore un élément dont on n'a pas encore parlé, comment maîtriser les distractions. C'est justement le sujet du chapitre 4. Selon une étude faite par 2 experts de l'attention, on est en moyenne distrait toutes les 40 secondes.
On perd donc un temps précieux et notre concentration en même temps. Pour surmonter ce problème, il faut commencer par comprendre pourquoi on aime tant les distractions. La réponse est simple, on déteste les tâches compliquées. On va pas se mentir, se laisser distraire, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus attrayant que travailler. Et ça nous permet aussi d'économiser notre énergie. Alors, dès qu'on peut, on préfère scroller sur notre téléphone plutôt que d'écrire notre compte-rendu de réunion. Comme pour les tâches, l'auteur classe les distractions en 4 catégories. Numéro 1, les contrôlées et ennuyeuses, comme les emails et les notifications. Numéro 2, les non contrôlées et ennuyeuses, comme une réunion imprévue ou un collègue bruyant. Numéro 3, les non contrôlées mais plaisantes, comme les déjeuners d'équipe ou l'appel d'un proche. Et enfin 4, les contrôlées et plaisantes, comme les sites d'actu ou les réseaux sociaux. Tu peux ensuite choisir un de ces deux modes de travail. Soit le mode hyper focus avec le minimum de distraction possible, soit le mode courant avec un niveau qui est plutôt acceptable de distraction pour les tâches un peu moins importantes. Par exemple, quand j'étais en stage de développement, quand je devais me concentrer sur un bug et vraiment coder, je me mettais en mode hyper focus avec très peu de distraction. Mais ensuite, quand c'était simplement des choses plus classiques, un peu plus tranquilles, je me mettais en mode courant avec un niveau acceptable de distraction, comme quelques discussions avec mon collègue qui était à côté de moi. Voici les conseils que donne Chris Bailey pour atteindre le mode hyper focus. Tu peux commencer par bloquer les distractions numériques avec une appli comme Forest. Tu peux mettre ton téléphone en mode avion ou ne pas déranger. Tu peux prendre un café ou un thé pour stimuler ta concentration. Et enfin, tu peux utiliser des écouteurs ou un casque pour te couper du bruit ambiant. Si tu préfères travailler en mode courant, pour des tâches moins cruciales, choisis délibérément les distractions que tu veux garder. Par exemple, tu peux couper le son et les vibrations de ton téléphone, mais laisser l'écran s'allumer quand tu reçois un message. Ou pour tes mails, par exemple, tu peux choisir de les consulter une fois toutes les heures, ce qui va quand même réduire pas mal les interruptions. Au final, c'est vraiment notre environnement de travail qui va nous aider à rester concentrés. Il faut donc identifier et éviter les déclencheurs qui peuvent te faire retomber dans tes mauvaises habitudes. Chris Bailey propose un plan d'action simple pour améliorer ton environnement. 1. Fais la liste des distractions qui t'empêchent de travailler. 2. Identifie celles que tu peux contrôler et trouve comment les éloigner. 3. Ajoute des éléments qui favorisent la productivité et le calme, comme une plante ou des livres. Et enfin 4. Garde un espace de travail propre et agréable. Concernant la musique, elle peut être utile dans certains contextes. Par exemple, si tu travailles dans un café qui est vraiment très bruyant, la musique, elle peut t'aider à masquer tous ces bruits ambiants qui peuvent t'empêcher de rester concentré. Selon l'auteur, en général, la musique peut booster ta productivité si elle reste familière et simple, donc souvent sans parole. Par contre, elle ne sera d'aucune utilité si les distractions viennent de l'intérieur, comme des pensées parasites qui surgissent pendant que tu travailles. La meilleure solution dans ce cas est d'avoir un carnet à portée de main pour noter tout ce qui te passe par la tête. Voici ce qu'écrit l'auteur. Notez systématiquement les engagements en suspens et les idées au fur et à mesure qu'elles se manifestent, et prenez l'habitude de les analyser plus tard, à un moment bien précis. Cette méthode vous permettra de libérer un espace attentionnel précieux que vous pourrez consacrer à d'autres tâches plus essentielles. Maîtriser les distractions, c'est une belle première étape. Mais pour aller plus loin, il faut transformer l'hyperconcentration en une habitude durable. Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain chapitre. Qu'on le veuille ou non, notre esprit est vagabond. Quand on est stressé, quand on travaille dans un environnement chaotique, quand on est préoccupé par des problèmes personnels, ou encore quand notre espace attentionnel n'est pas utilisé à 100%. Pour mieux remplir cet espace, il faut rendre notre travail plus stimulant et rentrer en mode hyper focus. Attention, les tâches ne doivent pas devenir trop compliquées non plus, sinon tu auras l'effet inverse et tu auras du mal à rester concentré. En plus de mieux occuper ton espace attentionnel, tu peux augmenter sa capacité en travaillant sur ta mémoire à court terme. La méditation et la pleine conscience peuvent t'aider à retenir plus d'informations simultanément, ce qui est très utile pour les tâches complexes. Quelques minutes par jour suffisent pour commencer à avoir des résultats. Le plus important, c'est donc de plonger dans une tâche complexe avec intention, tout en réduisant au maximum les distractions. L'auteur nous invite à utiliser le mode hyper focus au quotidien, notamment pour nos conversations. Une bonne conversation, c'est en fait une tâche assez complexe. Tu dois écouter attentivement et répondre de façon pertinente. D'après l'expérience de l'auteur, avec l'hyperconcentration, tu pourras avoir des échanges plus profonds et constructifs. Mais c'est souvent difficile de rentrer dans ce mode hyper focus à cause de la résistance qu'on ressent au début de toute nouvelle tâche. L'auteur finit ce chapitre avec 4 conseils pour surmonter l'obstacle du démarrage. 1. Réduire ton temps de travail pour diminuer la résistance initiale. Exemple, au lieu de te dire que tu vas bosser 2 heures, tu commences par 45 minutes. Numéro 2. Si tu as l'impression de manquer de temps, demande-toi si c'est vraiment justifié. 3. Pratiquer l'hyperfocus encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et enfin, 4. Prendre le temps de recharger tes batteries pour mieux t'y remettre. À la fin de cette première partie, l'auteur nous rappelle à quel point le mode hyper-concentration, le mode hyper-focus, est très utile dans de nombreuses situations. Mais il nous dit aussi que le vagabondage mental, la dispersion de la concentration, elle est tout aussi importante dans d'autres situations. Et c'est le sujet de la deuxième partie du livre. Dans la première partie du livre, on a vu que lorsque notre intention est de nous concentrer, la rêverie peut ruiner notre productivité. Et lorsque notre intention consiste à résoudre des problèmes, à penser de manière plus créative, à réfléchir à de nouvelles idées ou à se ressourcer, la rêverie se révèle extrêmement efficace. Plus ton travail demande de créativité,
plus tu devras pratiquer la dispersion de la concentration de façon délibérée. Selon Chris Bailey, ce mode offre 3 avantages qui sont détaillés dans les prochains chapitres. La créativité, la création de plans pour le futur, le repos mental. Mais le problème, c'est que notre cerveau n'est pas toujours d'accord. Parfois, il n'a pas envie de passer en mode focus dispersé parce que quand notre esprit vagabonde, il finit souvent par faire plusieurs choses. Ruminer le passé, 12% du temps, s'inquiéter du présent, 38% du temps, ou encore anticiper le futur, 50% du temps. Même si notre esprit a tendance à vagabonder, à se disperser assez naturellement plus de la moitié du temps, malheureusement, la plupart de ces moments de dispersion ne sont pas intentionnels. Et c'est justement pour cette dispersion volontaire qu'on a du mal à s'y mettre. L'auteur nous présente alors 3 styles différents de dispersion de la concentration. Le premier mode, c'est le mode capture. On va laisser notre esprit vagabonder librement et saisir tout ce qui émerge. Le second mode, c'est le mode résolution de problème. On va garder un problème vague à l'esprit et laisser les pensées circuler autour. Le troisième mode, c'est le mode habitude. Faire une tâche simple et capter les idées qui surgissent au fil de l'eau. Au final, l'hyperconcentration et la dispersion d'attention se rejoignent un petit peu. Dans un cas, tu diriges ton attention vers l'extérieur et dans l'autre, vers l'intérieur. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle nous amène à voir l'ennui sous une forme un peu différente, un nouveau jour, comme une source potentielle de créativité. Quand on n'est pas stimulé, on s'ennuie et on va chercher naturellement quelque chose à faire. Cet état a des avantages surprenants que l'auteur a lui-même testé. Pendant un mois, il s'est imposé des tâches répétitives et ennuyeuses. Il a remarqué que son attention se tournait automatiquement vers l'intérieur et qu'il trouvait à ce moment-là des idées beaucoup plus facilement. Ça l'a aussi aidé à penser plus clairement et à être plus présent dans ses relations. Il peut donc être bénéfique de s'ennuyer volontairement de temps en temps pour en récolter les fruits. L'ennui intentionnel est donc une ressource précieuse. Mais il nous révèle aussi une vérité essentielle, notre attention, c'est comme un muscle. Après l'avoir utilisée, il faut qu'elle se repose et qu'on la régénère. Voyons maintenant comment régénérer notre attention avec le prochain chapitre. Même si Chris Bailey nous parle depuis le début du livre d'hyperfocus, d'hyperconcentration et de dispersion d'attention, il est tout aussi important de penser à ton repos. C'est simple, si tu veux pouvoir garder une productivité élevée sur long terme, c'est obligatoire de faire des pauses. Quand tu sens que ton espace attentionnel se rétrécit et surtout que tu as du mal à rester concentré, c'est le moment de recharger tes batteries. C'est pour ça qu'il est important de garder dans ton emploi du temps ce que l'auteur appelle des pauses salutaires. Et pour qu'elle soit vraiment efficace, cette pause doit avoir au moins 3 caractéristiques. Demander peu d'efforts et s'appuyer sur des habitudes simples. Être une activité que tu as vraiment envie de faire, ne pas ressembler à une corvée pour toi. Par exemple, regarder ton téléphone machinalement ne va pas t'aider. Par contre, aller marcher ou prendre un café avec tes collègues, ça, c'est parfait. En choisissant des pauses amusantes et relaxantes, tu profiteras des mêmes bienfaits que si tu étais en mode dispersion de la concentration par habitude. Il faut aussi faire attention au timing de tes pauses. L'idéal, c'est de prendre une vraie pause toutes les 90 minutes environ, ou de faire des petites pauses courtes de 10-15 minutes pour chaque heure de travail. Mais le meilleur moment reste quand tu en ressens le besoin, sans attendre d'être complètement à plat. Tu sais, c'est un peu comme quand on a soif. En fait, quand on a soif, ça fait probablement quelques temps qu'on est déshydraté. Ta concentration et ta productivité fonctionnent pareil. Elles ont déjà commencé à baisser bien avant que tu ressentes cette fatigue. C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas négliger ton sommeil. Selon l'auteur, si tu manques de sommeil, ton espace attentionnel peut réduire de plus de la moitié et surtout tu mettras 2 fois plus de temps à faire tes tâches complexes. Pour t'aider à mieux dormir et surtout avoir un sommeil de meilleure qualité, l'auteur nous conseille de mettre en place un rituel du soir. Le but est simple, te détendre avant d'aller te coucher avec des habitudes relaxantes, comme la lecture ou la méditation. C'est en te reposant que tu peux échanger du temps contre de l'énergie. Donc la prochaine fois que tu veux vraiment être productif, pense à anticiper ton repos. Mais le repos n'est pas forcément une fin en soi. Il te permet d'accéder à une capacité incroyable de notre cerveau, réussir à faire des liens inattendus entre nos idées et nos connaissances. Et c'est le sujet du 8e chapitre. La dispersion de la concentration fait bien plus que t'aider à planifier ton avenir et recharger ton énergie. Elle développe aussi ta créativité de 2 façons, en connectant davantage d'idées entre elles et en collectant plus d'informations pertinentes. Pour mieux visualiser ce concept, regarde ce schéma. Imagine tes idées comme des points que tu relis pour former une constellation. Chaque nouvelle expérience te permet de connecter des points existants et d'en créer de nouveaux. Quand ton attention est dispersée, tu navigues entre ces points de manière aléatoire et c'est exactement comme ça que surgissent les idées inattendues. L'effet Zeigarnik peut aussi jouer en ta faveur. Selon elle, on se souvient mieux des tâches inachevées que de celles qu'on a terminées. Donc quand ton esprit vagabonde, il cherche inconsciemment des solutions à des problèmes non résolus et finit par t'en proposer une. C'est la raison pour laquelle il est assez important de rester attentif à ton environnement et surtout à tous les déclencheurs externes qui s'y trouvent. C'est ce qui est arrivé à Newton quand il a développé sa théorie de gravitation en observant simplement une pomme tomber d'un arbre. Si tu veux connecter encore plus de points, voici quelques conseils pratiques. 1. Laisse ton attention se disperser dans un environnement stimulant. Cherche des lieux où tu peux rencontrer de nouvelles personnes ou découvrir de nouvelles idées. Passe du temps dans une librairie ou observe les gens au parc par exemple. 2. Note les problèmes que tu cherches à résoudre. En les écrivant, tu peux donc mieux les traiter et t'en souvenir plus facilement. 3.
Endors-toi avec ton problème en tête. Le rêve est une forme de dispersion de l'attention et le sommeil favorise la mémorisation, ce qui va t'aider à trouver des solutions. Tu connais sûrement le dicton une bonne nuit porte conseil, eh bien c'est vrai. 4. Prends du recul. Accorde-toi du temps pour les tâches créatives. Tu as sûrement remarqué que plus tu attends avant de répondre à un mail complexe, plus ta réponse elle est qualitative. Laisse volontairement des tâches inachevées. Ça te permet de les garder à l'esprit et de repérer plus facilement des indices de solutions qui viennent de l'extérieur ou de ton propre cerveau. Et enfin 6. Consomme plus de points pertinents. Nous sommes ce que nous consommons. Tu tireras un meilleur parti de la dispersion de la concentration si tu choisis intentionnellement les informations que tu absorbes. Donc de bonnes vidéos, des podcasts, tout ça, vraiment, sois plus intentionnel dans tout ce que tu consommes. N'oublie pas que connecter les points, ce n'est qu'une partie, la moitié de l'équation créative. La seconde moitié de l'équation, c'est réussir à collecter un maximum de points pour nourrir ton imagination. Et c'est le sujet du prochain chapitre. Les points dont parle l'auteur, ce sont toutes les expériences, tes connaissances, les bonnes pratiques que tu as apprises, etc. Chaque point te permet de progresser et lorsque tu commences à les relier entre eux, ils vont te guider et déterminer tes actions. C'est en collectant et en connectant un maximum de points qu'on devient expert dans un domaine. La lecture est vraiment la meilleure activité pour collecter et connecter ces points. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu transfères ces points d'un environnement externe vers ta mémoire pour pouvoir les réutiliser plus tard. C'est pour ça qu'il est si important de s'immerger dans des environnements riches qui te permettent de collecter plein de points intéressants. Comme le dit si bien Chris Bailey, nous sommes le reflet de ce à quoi nous prêtons attention. Et presque rien n'influence autant notre productivité et notre créativité que les informations que nous avons assimilées. Mais attention, tous les points n'ont pas la même valeur. C'est la raison pour laquelle il faut faire vraiment attention à ce que tu consommes intellectuellement. Pour l'auteur, les meilleurs points sont ceux qui sont captivants mais aussi intéressants, comme une vidéo YouTube ultra explicative et captivante ou alors une bonne conférence TED. Il suggère aussi de s'intéresser à des domaines assez précis par rapport à notre domaine d'expertise pour élargir et améliorer notre constellation de points, mais aussi de rester complètement ouvert et curieux à d'autres domaines de vraiment très éloignés pour potentiellement, parfois, créer des liens et de nouvelles idées qui sont vraiment inattendues. D'ailleurs, ces nouvelles informations te paraîtront assez séduisantes et attirantes, et donc tu vas beaucoup plus facilement pouvoir les mémoriser. Si tu as du mal à faire le tri dans tout ce que tu consommes, pose-toi simplement cette question. En quoi ma vie sera différente après avoir lu cette information ? Pour collecter plus de points pertinents, tu peux aussi utiliser une hiérarchie pour classer les points qui t'intéressent. Si possible, consomme les informations utiles et équilibrées quand tu as de l'énergie et garde ce qui est distrayant pour les moments où tu as besoin de te recharger. Et pour les informations sans intérêt, réduis-les au maximum. L'auteur propose 10 astuces concrètes pour changer tes habitudes. 1. Consomme les infos qui te passionnent, surtout celles qui intéressent peu de monde. 2. Supprime les infos parasites que tu regardes passivement. 3. Choisis quelques sujets pertinents à ajouter à tes connaissances. 4. Observe comment tu consommes l'info en mode pilote automatique. 5. Fais-toi plaisir intentionnellement avec des infos légères de temps en temps. 6. Réévalue régulièrement ta consommation d'informations. 7. Recherche activement ce qui pourrait captiver ton attention. 8. Prends du recul sur ce que tu consommes. 9. Laisse parfois place au hasard dans tes découvertes. Et enfin 10. Investis vraiment du temps sur les sujets essentiels, ceux qui ont de la valeur. Au final, la dispersion de la concentration, c'est un vrai atout, une vraie compétence quand ton travail demande d'établir des liens entre des idées complexes et variées. Pour faire de la dispersion une habitude, voici quelques idées. Te déconnecter d'Internet pendant un moment, utiliser un réveil classique pour ne pas être accro à ton téléphone dès le matin, prendre une longue douche relaxante, cuisiner en écoutant de la musique, ou encore faire une balade tranquille. Si la dispersion de l'attention nous permet de collecter et de connecter des idées et des points dans notre constellation, et que l'hyperconcentration nous permet de se concentrer et d'approfondir vraiment un sujet, alors la véritable stratégie, c'est réussir à alterner de manière intelligente entre ces deux modes. Et c'est le sujet du dernier chapitre du livre. Les deux modes du livre sont vraiment complémentaires. Ils gagnent à être utilisés l'un après l'autre pour se renforcer mutuellement. Pour réussir à facilement jongler entre les deux modes, l'auteur nous propose plusieurs stratégies concrètes. Investir dans ton bonheur. Suivre les conseils du livre peut vraiment aider à améliorer ton niveau de bien-être, ce qui te rendra naturellement plus créatif et productif. Pour aller plus loin, tu peux essayer la méditation, tenir un journal où tu notes que des choses positives, ou simplement identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Deuxième stratégie, t'adapter à ton niveau d'énergie. Utilise le mode hyper-concentration au moment de la journée où tu as le plus d'énergie, et choisis le mode dispersion quand ton énergie elle est plus basse. N'oublie pas que tes niveaux d'énergie varient non seulement au cours de la journée, mais aussi d'un jour à l'autre. Troisième stratégie, consommer du café ou de l'alcool de façon stratégique. Comme on l'a vu, le café peut t'aider à entrer en mode hyper-concentration. A l'inverse, un verre d'alcool peut faciliter la dispersion d'attention. Attention quand même, ces deux boissons ont leurs limites, avec des baisses de productivité quand elles sont éliminées par ton corps. Quatrième stratégie, tirer parti des espaces de travail ouverts. Même si les études montrent qu'on se laisse distraire 64% plus souvent dans un open space, ils ont aussi quelques avantages. Ils te permettent de travailler plus longtemps sur un même projet avant de passer à autre chose et facilitent la collaboration et la créativité.
Par contre, c'est vrai que ça rend plus difficile le travail sur des tâches vraiment complexes. Et enfin, dernière stratégie, créer un rituel de concentration. C'est vraiment ultra utile de définir des plages horaires dédiées au mode hyper focus et d'autres pour relâcher la pression et entrer en mode créatif. Pour t'organiser, pose-toi ces questions. De quel niveau de productivité et de créativité j'ai besoin cette semaine? Quels sont mes engagements qui vont limiter mon temps de concentration et de dispersion? Comment puis-je organiser mes périodes de concentration et de dispersion de manière optimale? Même si toutes ces idées vont t'aider à mieux gérer ton attention, n'oublie pas que la prise de conscience est le plus important. C'est vraiment au centre de tout ça. C'est en notant tous les jours ce qui entre et sort de ton esprit que tu vas, jour après jour, commencer à devenir le maître de ton attention. Comme le dit si bien l'auteur, en devenant plus conscient des éléments qui mobilisent votre espace attentionnel, du niveau d'énergie dont vous disposez et de la capacité de votre espace attentionnel, vous gagnerez en agilité et vous pourrez vous adapter aux changements de situation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, elle est maintenant terminée. Franchement, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu trouveras en description mes notes de lecture pour vraiment avoir le concentré, la concentration de ce livre avec toutes les idées importantes, les concepts importants. Je te conseille quand même, si tu veux, de lire le livre. Tu auras aussi le lien du bouquin. Bref, voilà, j'espère que ce long résumé t'aura plu et j'espère que ça va t'aider à mieux gérer ton attention. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air et me dire en commentaire ce que tu as pensé du livre, de la vidéo et du résumé. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Ciao!